Ce podcast a été produit par Binge Audio. Il y a comme ça des voix qui portent plus que d'autres, parce qu'elles émergent au milieu d'un océan d'indifférence ou de désintérêt, parce qu'elles nous parlent sans nous prendre de haut. C'est le cas de celui qui s'est baptisé Mon Gynéco sur les réseaux, le docteur Olivier Marpeau. Il fait preuve de beaucoup d'humour et d'intérêt réel pour la santé des femmes. Et d'ailleurs, c'est sa meuf qui pose les questions. Je vous ai demandé sur le compte de Chaud Dedans sur Insta quelles questions vous aimeriez lui poser. Et je dois dire que beaucoup tournaient autour du traitement hormonal. Il semble qu'il y ait encore beaucoup d'interrogations et d'hésitations de votre part devant le manque d'informations. Cet épisode va donc parler de traitement dit de substitution. Est-ce qu'il faut en faire ou pas? Quand et qui peut le faire? Mais aussi de notre santé à nous les femmes. Bonjour Olivier Marpeau. Bonjour Claire. Ou devrais-je dire Mon Gynéco, puisque c'est comme ça qu'on vous connaît sur Instagram. Les deux, ça marche. Les deux, ça va. Alors, j'aime beaucoup vos vidéos parce que d'abord, c'est votre femme qui pose les questions, la fameuse question de ma meuf, et que vous y répondez de manière très précise, humaine et concrète. J'aime bien aussi quand vous interpellez les hommes et que vous leur dites qu'il faut qu'ils s'intéressent un peu à la santé de leur compagne. Alors, les auditrices de Chaud Dedans m'ont posé beaucoup de questions sur le traitement. Est-ce que vous, par exemple, vous le prescrivez systématiquement ? Je le prescris pas systématiquement, mais je le prescris de plus en plus. Le traitement hormonal de la ménopause, qu'on appelait avant THS, traitement hormonal substitutif, aujourd'hui on préfère l'appeler THM, parce que c'est vraiment un traitement qui est là pour soutenir les femmes pendant cette période longue de la vie d'une femme qu'est la ménopause. La ménopause, ça dure environ 40 ans. Si on réfléchit bien, une femme dans sa vie, elle va passer autant de temps avec ses règles que sans ses règles. Et cette période, elle a des conséquences. Elle a des conséquences sur la qualité de vie des femmes, mais aussi sur leur santé, parce qu'il y a vraiment des risques spécifiques. Et grâce au traitement, on va pouvoir améliorer la qualité de vie et diminuer ces risques. Alors justement, quelles sont les précautions que vous prenez quand vous prescrivez un THM, donc par rapport au parcours de vie, au parcours de santé de la patiente ? C'est un peu pareil pour tous les médicaments. À partir du moment où un médicament ou une molécule va avoir des effets désirables, il y a forcément une contrepartie un peu plus négative, des effets indésirables, voire des risques. Donc nous, dans nos prescriptions, on doit faire bien attention en examinant la patiente, en l'interrogeant sur son parcours de vie, pour essayer d'identifier des risques particuliers qu'elle pourrait avoir et qui pourraient contre-indiquer le traitement. Ce traitement, on ne peut pas le prescrire à tout le monde, mais on doit aussi avoir un discours très rassurant parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour du traitement hormonal de la ménopause, à cause d'études américaines, notamment, qui sont sorties il y a 20 ans et qui montraient une augmentation notamment du risque cardiovasculaire, ça c'est bien connu, mais une augmentation du risque de cancer du sein. On a réfléchi, on a regardé ces études et on s'est rendu compte que ces études ne correspondaient pas en fait au traitement que nous, on prescrivait en France, c'est-à-dire que c'était des hormones de synthèse. Ce traitement était prescrit à des femmes qui ne devaient pas en avoir, qui étaient à risque, on va parler des risques. Et puis, il était prescrit trop tard. On sait très bien aujourd'hui que ce traitement, il a un intérêt et moins de risques quand il est prescrit dès les premiers mois de la ménopause. On va voir justement quand est-ce qu'on peut le prescrire. On va faire quand même ce rappel de base. Bon, celles qui écoutent Chaud Dedans depuis longtemps sont au courant, mais ça peut être utile de le rappeler. On est ménopausée après 12 mois sans règles. Ça, c'est la définition, mais on revient un petit peu sur cette définition. Le dogme de une femme est ménopausée quand elle a passé 1 an sans règles, on revient dessus, parce qu'il y a des femmes qui souffrent bien avant 1 an d'aménorrhée, des conséquences de la ménopause sur leur corps, sur leur sommeil, sur leur cerveau. Et on le prescrit de plus en plus tôt, ce traitement. C'est quand même important d'être à peu près certain que les ovaires ont arrêté de fonctionner, parce que sinon on va venir perturber un petit peu le cycle, parce qu'avant la ménopause, il y a toute une période d'instabilité hormonale qu'on appelle périménopause ou préménopause qui peut durer pendant des années, où les femmes vont souffrir de pas mal de symptômes. Moi, j'appelle cette période la période on-off. C'est-à-dire que les ovaires s'arrêtent de fonctionner. Il y a des symptômes de la ménopause, bouffées de chaleur, troubles du sommeil, variation de poids. Et puis, tout d'un coup, les ovaires vont se remettre en route. Des règles peuvent revenir. Et là, ça va être plutôt l'inverse. Mal au sein, douleur à la tête, des céphalées, des migraines. Et donc, c'est cette alternance qui est souvent difficile à gérer pour les femmes. Et il faut faire attention de ne pas prescrire le traitement hormonal de la ménopause trop tôt, parce qu'on va pouvoir perturber ce cycle et provoquer, par exemple, à nouveau un retour des règles, des saignements qui peuvent être pénibles pour les femmes. C'est intéressant que vous me disiez ça, parce qu'il y a justement une auditrice qui m'a demandé si on pouvait conseiller le traitement en période de périménopause. Donc juste, on rappelle que ça peut commencer dès 45 ans, en fait.
Classiquement, on dit 45 ans, mais parfois ça commence avant. Dès 40 ans, il peut déjà y avoir une instabilité hormonale qui s'installe et qui va perturber la vie de la femme. Et on va avoir envie de la soutenir avec des traitements, mais ce ne sera pas forcément le traitement hormonal de la ménopause. Si elle a des cycles anarchiques, on ne pourra pas lui prescrire des œstrogènes, par exemple. Il va falloir faire attention et on va plutôt avoir tendance à prescrire des microprogestatifs sous forme de pilules ou le stérilet hormonal qui peut être très intéressant pendant cette période. Mais quand les règles s'arrêtent, même si ça ne fait pas un an, quand les symptômes de la ménopause sont là, on peut commencer le traitement hormonal de la ménopause, bien sûr avec un suivi régulier, et le suivi régulier c'est parfois compliqué, le suivi gynécologique. Donc il faut que les femmes soient averties des effets indésirables, on doit les informer. Si on commence le traitement hormonal un petit peu tôt et que les règles reviennent ou que les femmes sont gênées par certains symptômes, on peut arrêter et reprendre un peu plus tard, c'est pas un problème. C'est vraiment très fin en fait, c'est au cas par cas. C'est des réglages. On peut pas faire de généralité, on peut pas dire oui, si on peut le prescrire quand vous êtes en périménopause dès 47 ans, et on peut pas dire non, on peut pas le prescrire absolument pas avant que vous soyez complètement ménopausé. Mais c'est quand même, c'est pour ça qu'on est un peu paumé, hein, c'est que il n'y a pas de choses très, très fixes. On doit faire du sur-mesure. C'est ça. Il n'y a pas deux femmes qui sont pareilles. L'âge de la ménopause, l'âge auquel s'installe la ménopause, par exemple, en moyenne, c'est 51 ans, 52 ans en France, mais ça peut être beaucoup plus tôt ou ça peut être plus tard. Il y a des femmes qui sont ménopausées à 54, 55, 56 ans et c'est pas un problème. Mais à l'inverse, il y a des femmes qui sont ménopausées dès 45 ans. Donc on doit vraiment faire du sur-mesure, apprécier le retentissement sur leur qualité de vie, éventuellement s'aider de bilan hormonal, même si c'est pas systématique. Le diagnostic de ménopause, il est avant tout clinique. C'est l'arrêt des règles et l'apparition des autres symptômes qui peuvent perturber la vie de la femme. Oui, c'est pas forcément nécessaire de faire un bilan sanguin. Non, le bilan sanguin, on le prescrit. Il est souvent demandé par les femmes. Moi, tous les jours, j'ai dans mon cabinet des femmes qui me disent « Mais pourquoi vous ne me prescrivez pas un bilan hormonal pour savoir où j'en suis ?» Ouais. Et en fait, le bilan hormonal, il ne nous dit pas où vous en êtes. Il nous dit ménopause ou pas ménopause. Et il ne nous permet pas vraiment d'affiner les choses. Donc il est très intéressant ce bilan, par exemple, si les règles s'arrêtent chez une femme de 40 ans et qu'on a besoin de comprendre, est-ce que c'est vraiment une ménopause précoce, est-ce que c'est une autre pathologie endocrinienne qui perturbe son cycle. Donc ça c'est intéressant, ou les femmes qui n'ont plus d'utérus parce qu'on leur a retiré pour des fibromes ou pour de l'adénomiose. Donc on n'a plus de l'information arrêt des règles. Donc, quand on commence les symptômes qui peuvent faire penser à la ménopause, on va faire un bilan hormonal pour confirmer la ménopause avant de commencer le traitement. Et puis on me dit aussi souvent, mais attends, alors si on est sous pilule, comment est-ce qu'on sait si on est sous pilule? Ouais, c'est un grand classique ça. Bah oui. Les femmes qui, après 40 ans, ont une pilule microprogestative en continu, je ne vais pas donner de nom, mais elles sont assez courantes, ces pilules, ou un stérile hormonal qui a aussi pour effet souvent de diminuer beaucoup, voire d'arrêter complètement les règles, elles n'ont plus cette information. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être bien. Donc, les femmes qui ont ce type de contraception et qui sont bien avec, il n'y a pas de raison de faire de bilan hormonal. Elles gardent leur contraception qui leur correspond. En plus, il y a un petit risque de grossesse pendant la périménopause. Bah oui, même si la fertilité baisse, il y a quand même un risque de grossesse. Donc, si on veut vraiment être tranquille, si on n'a pas de désir d'enfant, il faut continuer sa contraception. Et vers 50-52 ans, ou un petit peu avant, s'il y a des symptômes qui font penser à la ménopause, on va arrêter la contraception, on voit ce qui se passe. Et on adapte le traitement. C'est vraiment du sur-mesure. Parce que sous contraception, on peut quand même avoir les manifestations de la ménopause, c'est-à-dire bouffée de chaleur, par exemple. Ça peut arriver. Les manifestations de la ménopause, donc on parle beaucoup des bouffées de chaleur, mais bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la sécheresse vaginale, il y a aussi les troubles du sommeil, l'anxiété, le brouillard cérebral, les douleurs ostéo-articulaires. Alors ça, bon, je vous interromps, moi, ça a été vraiment le truc qui m'a perturbée. C'est pas systématique, quand même. Non, mais pour celles qui l'ont, comme moi, on a l'impression de prendre 20 ans dans la figure directe. Mal aux mains, mal aux pieds. En fait, il y a beaucoup de symptômes qu'on ne rattache pas forcément à ce changement hormonal qui est puissant dans le corps de la femme. Et si on ne vous pose pas la question de manière assez précise, vous ne le direz pas forcément spontanément en consultation. Donc c'est important que la personne, le professionnel de santé qui est en face de vous et qui fait votre suivi gynécologique, sache quelles questions vous posez pour que vous puissiez donner les informations. Parce que ça ne viendra pas forcément spontanément. Il y a une auditrice aussi qui m'a demandé si la périménopause agit sur la mémoire et l'attention. Elle me disait, j'ai l'impression de multiplier les to-do list et les penses-bêtes, alors qu'avant, j'avais vraiment pas besoin. C'est vrai que moi aussi, ça m'arrive d'être complètement perdue, d'arriver dans une pièce, de me dire, mince, je suis venue faire quoi déjà ? Ça aussi, c'est une manifestation. Les troubles de la concentration, les troubles de la mémoire, c'est vraiment un symptôme qui est très fréquent, qui peut apparaître dès la périménopause et qui va être encore plus présent au moment de la ménopause. On appelle ça, nous, on regroupe ça sous le terme de brouillard cérebral. On ne sait plus trop où on en est, on cherche un petit peu ses mots, parfois on ne s'en souvient plus. Ça, c'est très flippant quand ça arrive. Bon, moi, ça m'arrive aussi. Mais c'est vrai, il n'y a pas que les femmes depuis 50 ans. Ça peut arriver un petit peu à tout le monde, mais c'est vrai que c'est particulier pendant cette période.
Et puis ça peut faire flipper. Donc c'est important de poser la question aux femmes et de dire aux femmes que le traitement hormonal de la ménopause, puisqu'on en parle beaucoup, peut permettre aussi d'agir sur le cerveau et sur le bien-être cérébral. Alors vous parliez quand même tout à l'heure de précautions pour effectivement les femmes qui auraient des antécédents de cancer du sein, etc. Vous ne le prescrivez donc pas à tout le monde? Oui, il faut faire attention. On voit souvent circuler le terme d'hormones bioidentiques. Oui. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Les hormones qu'on prescrit aujourd'hui, donc le traitement hormonal de la ménopause, il y a 2 hormones qu'on apporte, un œstrogène naturel et de la progestérone naturelle. L'œstrogène, la plupart du temps, se prend par voie transcutanée, c'est-à-dire sous forme de gel à travers la peau. De petites pressions, on met ça sur la peau, on peut le mettre n'importe où sur le corps, sauf sur les seins. Et de la progestérone, qui va permettre d'apporter un équilibre entre ces 2 hormones, parce que c'est cet équilibre qui est important. Si on prend que des œstrogènes, l'utérus, par exemple, et l'endomètre qui pousse à l'intérieur de l'utérus ne va rien comprendre et les règles vont venir. Donc c'est important de prendre aussi de la progestérone, notamment pour protéger l'utérus, pour éviter les saignements ou des pathologies plus embêtantes à l'intérieur de l'utérus, comme des cancers de l'utérus. Donc c'est très important de prendre les 2 pour les femmes qui ont toujours leur utérus, bien sûr. Ces hormones, même si elles sont bioidentiques, c'est pas parce qu'elles sont bioidentiques, c'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas d'effet indésirable. Ouais. Il y a des principes actifs à l'intérieur. Donc il faut faire attention, on fait très attention aux facteurs de risque cardiovasculaires. Une femme qui a une phlébite, qui a eu une embolie pulmonaire, qui a eu un accident vasculaire cérébral, qui fume un paquet par jour, on va prendre des précautions et parfois on va contre-indiquer ce traitement pour pas provoquer des risques particuliers qui pourraient être dangereux pour sa santé. Donc ça fait partie des questions qu'on pose. Bien sûr, une femme qui a eu un cancer du sein, il y a beaucoup de cancers du sein qui sont hormonodépendants, sensibles aux hormones, qui poussent sous l'influence des hormones. On ne pourra pas lui prescrire le traitement hormonal de la ménopause si elle a eu un cancer du sein. Et parfois, on peut lire ou entendre que c'est plus une contre-indication et qu'on peut donner des traitements hormonaux de la ménopause à tout le monde. C'est pas vrai. On doit avoir une prescription équilibrée, on doit faire attention à la femme qui est en face de nous pour pas augmenter certains risques. Mais une fois qu'on a fait ça, s'il n'y a pas ces facteurs de risque, si la femme souffre de symptômes de la ménopause ou veut prévenir l'apparition de ces symptômes de la ménopause et des risques réels qui existent pour la santé pendant cette période, il faut prescrire ce traitement. Mais on n'est pas obligé de le prescrire à tout le monde, bien sûr. Et il n'y en a qu'un seul type qui est prescrit? C'est-à-dire que tout le monde va avoir le même, le gel et puis le comprimé? Aujourd'hui, les choses sont assez bien codifiées. On sait que le bon traitement hormonal, c'est un traitement qui est pris plutôt par voie transcutanée, je parle des œstrogènes, soit sous forme de gel, soit sous forme de patch, qui peuvent être pratiques aussi, des patchs hebdomadaires en général. Donc c'est plus pratique pour certaines femmes que de se mettre mais tout le monde un petit gel tous les jours. Mais globalement, aujourd'hui, c'est tout le monde a le même. Oui. Ouais, et on rappelle que c'est remboursé? C'est remboursé, c'est pris en charge par l'assurance maladie. Ouais. Et on peut le prendre pendant des années, parce qu'il y a aussi la durée du traitement. J'ai dit tout à l'heure que c'était important de le prendre le plus tôt possible. Les premières années, c'est là qu'il est le plus efficace. Enfin, quand on a des symptômes, on est d'accord. Pas forcément. Pas forcément. Aujourd'hui, il a été clairement démontré que, nous on parle souvent de balance bénéfice-risque, et que ce traitement, il avait vraiment des bénéfices. Moi, je dis souvent à mes patientes en consultation, ou quand je regarde dans ma salle d'attente les femmes qui attendent, 2 femmes de 60 ans, une qui prend un traitement hormonal et une qui prend pas de traitement hormonal, on le voit. Ah bon? Ouais. On le voit comment? On le voit à la qualité de la peau, on le voit au tonus, on le voit... Parce que c'est souvent héréditaire aussi, la qualité de la peau. Alors c'est héréditaire, il y a le soleil qui joue beaucoup, il y a les toxiques auxquels on peut s'exposer, comme le tabac, bien sûr, ça joue, mais quand on voit une femme qui prend un traitement hormonal de la ménopause et une autre du même âge qui n'en prend pas, vraiment, il y a une différence physique. Moi, ça me frappe à chaque fois. Ouais. Et combien de temps on le prend alors? Parce que là aussi, il y a débat. Certains médecins disent pas au-delà de 5 ans. D'autres en fait, il ne devrait pas y avoir débat parce qu'il y a des recommandations. Chacun ne fait pas ce qu'il veut dans son cabinet. Que disent les autorités sanitaires. Voilà. Avant, le traitement hormonal de la ménopause, on disait que tous les 5 ans, il fallait réévaluer la nécessité de poursuivre le traitement, réévaluer la tolérance et réévaluer les risques, et que c'était bien d'arrêter au bout de 5 ans. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce discours et on peut prolonger ce traitement, bien sûr, à condition d'avoir un suivi régulier, de faire des mammographies de dépistage régulières, d'évaluer le risque cardiovasculaire régulièrement. Et si on a cette surveillance et qu'on est bien avec ce traitement, on peut le continuer 5, 10,
15 ans sans problème. Mais toujours en faisant quand même les vérifications d'usage. Ah bah bien sûr. Est-ce qu'on supporte bien? Et puis les mammos aussi, de temps en temps, ça peut... Vous dites quoi? Vous dites tous les ans? Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, c'est la surveillance classique pour les femmes qui n'ont pas de facteur de risque particulier, la population générale. Ça, c'est le dépistage organisé de 50 à 74 ans, tous les 2 ans. Mais là encore, chaque femme est unique et on doit faire attention aux risques de chacune. Est-ce qu'il y a des antécédents dans la famille? C'est du cas par cas, c'est ce que vous disiez. Exactement. À l'instant. Et si on ne veut pas prendre de traitement hormonal ou qu'on ne peut pas, parce que justement, il est contre-indiqué pour les raisons que vous évoquiez à l'instant. Est-ce qu'il y a des alternatives qui sont efficaces? Alors, en vrai, il n'y a pas d'autres traitements qu'on pourrait prescrire et qui soulageraient de manière aussi large tous les symptômes de la ménopause. Parce que le traitement hormonal de la ménopause, il agit sur la majorité des symptômes de la ménopause et sur la majorité des risques. Le cœur, les os, le cerveau, la peau, le sommeil, les bouffées de chaleur. Tous ces symptômes sont améliorés par le traitement hormonal de la ménopause. Il n'y a pas d'autres traitements qui permettent d'améliorer tous ces symptômes. Parce qu'il y en a plein en pharmacie. Des compléments alimentaires, oui, il y en a plein. Des plantes. Vous en pensez quoi, vous? J'en pense que si ça coûte pas trop cher et que ça fait pas de mal, on peut essayer. Mais j'en pense pas vraiment du bien en intérêt thérapeutique. Ce qui compte, c'est de se sentir bien. Avant tout. Toutes les femmes, je ne suis pas du tout en train de dire que toutes les femmes doivent absolument prendre un traitement hormonal de la ménopause. Moi, dans mes patientes ménopausées que je suis tous les jours, on va dire que c'est 50-50. D'accord. La moitié qui prennent un traitement hormonal et la moitié qui n'en prend pas parce qu'elle ne peut pas ou parce qu'elle ne veut pas de traitement hormonal, elle se sent bien. Parce que ce qui compte aussi énormément, bien sûr, alors c'est un petit peu bateau de dire ça toujours, c'est l'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas sédentaire, qui a une activité physique régulière, qui fait attention à ce qu'elle mange, qui fait attention à ce qu'elle dort, qui fait attention à ce qu'elle boit, qui ne fume pas, ça se passera mieux. Et qui a une hygiène de vie, globalement, la vie se passera mieux, mais la ménopause, entre autres, se passera aussi beaucoup mieux. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont une qualité de vie tout à fait satisfaisante, qui vivent la ménopause, parce que c'est pas que négatif la ménopause, qui vivent la ménopause comme une délivrance. Plus de règles, plus besoin de penser à la contraception, plus besoin de penser à ses protections, à ses protections menstruelles. Il y a des femmes qui ont des maladies gynécologiques liées au cycle, comme l'endométriose, l'adénomiose, les fibromes, mais qui globalement, pas toujours, mais qui globalement vont beaucoup mieux quand elles sont ménopausées. Donc il y a beaucoup de femmes pour qui la ménopause est une période de tranquillité, enfin. Donc il n'y a pas que du négatif et le traitement hormonal n'est pas toujours systématique. Alors, je parle souvent de la face cachée de la ménopause parce qu'il y a les symptômes dont vous parliez tout à l'heure, bouffées de chaleur, douleurs articulaires, sueur, etc., irritabilité, ça arrive. Et puis, une de mes auditrices voulait vous poser une question sur les douleurs mammaires. Elle dit qu'elle se sent un peu seule parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et elle dit que ça chamboule toute sa vie, activité sportive, morphologie, vêtements qu'elle porte, contact avec les proches. Tout ça est bouleversé par ces douleurs au sein. Ça peut faire partie des manifestations de la périménopause? Alors c'est plutôt la périménopause, oui. La glande mammaire d'une femme, elle évolue en fonction des étapes de sa vie hormonale. Et c'est vrai que pendant la périménopause, avec cette instabilité hormonale dont on parlait tout à l'heure, la glande mammaire peut devenir plus sensible. La périménopause, moi je trouve que ça ressemble, je suis pas le seul, mais ça ressemble un petit peu à un syndrome prémenstruel en continu. Ouais. Ça ressemble un petit peu à l'adolescence. Ah ouais, la puberté. Exactement. C'est la puberté à l'envers, en fait. Donc très souvent, les femmes de 45 ans qui sont dans mon cabinet et qui ont à la maison une adolescente de 14 ans, il y a quand même quelques points communs. C'est mon cas. Et je dois dire que je vois les mêmes manifestations d'humeur, parfois, c'est assez drôle. Et donc c'est parfois un petit peu perturbant. Ouais. Et parmi ces symptômes, il y a les douleurs au sein. Les mastodinies qui sont, c'est vrai, plus fréquentes en périménopause qu'en ménopause. Parce qu'en général, à la ménopause, la glande mammaire se transforme et elle est remplacée un petit peu plus par de la graisse. Donc les seins deviennent un peu plus calmes, un peu moins sensibles que ce qu'ils étaient avant. Mais, encore une fois, c'est pas du 100%. Il y a des patientes, il y a des femmes qui, au moment de la ménopause, ont la glande mammaire qui devient un petit peu exubérante, qui ont une hypertrophie mammaire qui se développe, même si c'est pas le cas la plupart du temps, et qui peuvent développer des douleurs de sein un peu plus importantes à ce moment-là. Mais c'est plutôt un symptôme de la périménopause. Alors comment on peut l'améliorer? On peut l'améliorer avec les microprogestatifs et des contraceptions particulières dont on parlait juste avant. On peut aussi l'améliorer avec des traitements locaux, des crèmes anti-inflammatoires ou des crèmes à base de progestérone qui peuvent calmer un petit peu. Mais, et je rappelle surtout, si
je ne sais pas si c'est le cas, j'espère pas, de la dame qui vous a posé cette question, s'il y a un symptôme qui est nouveau au niveau des seins, même la douleur, c'est important de consulter pour s'assurer que ce ne soit pas autre chose derrière. Avant de dire que c'est lié au bouleversement hormonal, c'est important de s'assurer que ce soit pas autre chose. C'est vrai que souvent, on est un peu paumé, on se dit, bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la périménopause? Est-ce que c'est autre chose? Bon, dans tous les cas, effectivement, il vaut mieux aller voir son gynéco ou son médecin. Pour checker, Il y a aussi la sécheresse des muqueuses et du vagin qui commence à être bien documenté quand même si ça fait partie des gros tabous, parce que ça renvoie à l'image d'une femme vieillissante qui ne peut plus faire l'amour, etc. Il y a des choses là aussi pour être plus confortable. La sécheresse vaginale, c'est un de mes chevaux de bataille. Un de mes combats. Un de mes combats. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est vraiment le symptôme de la ménopause qui est quasiment inévitable. Les bouffées de chaleur, toutes les femmes en ont pas. Beaucoup de femmes en ont au début, au moment de l'installation de la ménopause, et puis après ça passe, et d'autres en ont malheureusement pendant 40 ans. Mais c'est pas du tout systématique. Les douleurs ostéo-articulaires, non plus. L'ostéoporose, non plus. Il y a beaucoup de femmes ménopausées qui n'ont pas de problème d'ostéoporose. En revanche, la sécheresse vaginale, c'est vraiment quelque chose qui est quasiment systématique. Et si on ne le traite pas, mais j'irai même plus loin, si on ne le prévient pas, eh ben, ça va finir par avoir un impact sur le confort au quotidien, et puis bien sûr sur la qualité de vie sexuelle. Et les femmes de 55, 60, 65 ans, aujourd'hui, elles sont en pleine forme, elles bossent, elles sont dynamiques, elles sont actives, et elles ont une vie sexuelle. Et si on ne fait pas attention à ça, ça peut avoir un impact, et ça finit par les rendre tristes, par les rendre malheureuses, et elles ne comprennent pas pourquoi on ne s'en occupe pas. Le traitement... Et ça va de pair avec une baisse de la libido, parce que quand on a mal, on n'a plus envie. Si on n'a plus envie, parce qu'on a peur d'avoir mal, ça n'améliore pas, bien sûr, la libido, le désir. Donc, c'est très important de le prendre en charge. Pour le prendre en charge, il y a des choses. Bien sûr, il y a le traitement hormonal de la ménopause qui améliore aussi ça. Et puis, il y a des traitements locaux. Les traitements locaux, on commence souvent par ce qu'on appelle des traitements trophiques locaux, à base d'œstrogène ou sans œstrogène. Il y en a qui contiennent de l'acide hyaluronique ou des choses comme ça, et dont l'objectif va être de nourrir la muqueuse vaginale. Pour que ça marche, il faut commencer tôt, et il faut le faire souvent. Au moins 2-3 fois par semaine, le soir avant de se coucher, parce que ça coule un petit peu, donc le matin, c'est pas génial. Mettre un ovule tous les soirs, ou plusieurs fois dans la semaine, mettre un gel 2-3 fois dans la semaine, et on parle pas de lubrifiant, là, on parle vraiment d'un traitement de fond pour enrichir cette muqueuse vaginale, pour qu'elle reste confortable, qu'elle reste et ça, bien donc lubrifiée. On commence quand, vous diriez quoi ? Dès le début de la ménopause, dès que les règles commencent à s'espacer, si on veut conserver à ce niveau-là un certain confort, c'est important de commencer le plus tôt possible. La plupart ne sont pas remboursés. Et puis, beaucoup de femmes trouvent ça un petit peu pénible de devoir y penser. C'est une charge mentale supplémentaire. Et c'est une petite gymnastique qui n'est pas forcément très confortable pour toutes les femmes. Il n'y a pas que ça comme traitement local. Il y a des traitements physiques dont on parle de plus en plus aujourd'hui, notamment le laser. Ah oui, alors ça, on m'a demandé aussi. Le laser vaginal, on n'en parle pas beaucoup. Si c'était conseillé, si c'était efficace. C'est efficace. L'objectif de ce laser, c'est un laser au CO2. Donc, ça se passe dans des petites salles de consultation. Il n'y a pas besoin d'anesthésie générale. Chaque séance dure environ 15 minutes. On est installé en position gynécologique. Je fronce les sourcils là parce que ça je me dis que ça ne doit pas être agréable. Alors, c'est pas très agréable, c'est jamais agréable. En revanche, c'est particulièrement désagréable si on le fait à une femme qui a déjà une sécheresse bien avancée. Parce que cette sécheresse, ça augmente la sensibilité, ça augmente la perception de la douleur. Donc si on fait un laser chez une femme qui a un vagin très très sec, ça va lui faire beaucoup plus mal que si on le fait à une femme qui a un début de sécheresse vaginale. Alors, parmi les manifestations qui peuvent un peu surprendre, on m'a aussi parlé de douleurs au niveau de l'ovaire à la fin des règles qui durent très longtemps. Est-ce que ça peut être un signe de périménopause ? Ouais, là on est plus dans la périménopause, parce qu'à partir du moment où on a des douleurs des ovaires au moment des règles, ou juste avant les règles, ou juste après les règles, c'est que les ovaires fonctionnent encore. Donc là, c'est un peu avant la ménopause. On est plutôt dans les symptômes de la périménopause. Il peut y avoir des petits kystes qui se forment au niveau des ovaires. Il peut y avoir des règles qui font un petit peu n'importe quoi, des douleurs d'ovulation qui sont plus importantes, des douleurs au ventre au moment de la phase prémenstruelle qui sont un petit peu plus importantes, le ventre qui gonfle, des troubles digestifs aussi qui peuvent apparaître un petit peu à ce moment-là. C'est possible. C'est un peu le grand chantier, quoi. Ouais. Grosso modo. Et c'est une période aussi où, ça c'est moins drôle, on peut se sentir très fragilisé. Une auditrice me parlait d'attaques de panique, carrément. Des nausées, des vertiges. Quels conseils est-ce qu'on peut lui donner ? Il y a des femmes qui font des vrais malaises et qui ont des vraies crises d'angoisse, des crises d'anxiété qui peuvent... Mais ça, c'est lié aux fluctuations de nos hormones sexuelles, c'est fou. Ça impacte, en tout cas. Tout le monde, toutes les femmes ne sont pas sujettes à ce genre d'attaque de panique, heureusement, mais cette période de la périménopause, notamment, ou du début de la ménopause,
c'est une période d'instabilité émotionnelle, où on ne prend pas les choses de la même manière, où une petite remarque peut un peu plus facilement dégénérer. Donc il faut faire attention, et c'est bien, je trouve, que l'entourage, et notamment l'entourage masculin, soit au courant un petit peu de ce qui se passe, parce que ça permet justement à l'entourage de s'adapter à ce qui se passe dans le corps ou dans la tête de la femme, et ça permet de mieux les vivre. Je disais tout à l'heure que sur votre compte Insta, moi ce que j'aime bien, c'est que vous interpellez les hommes, vous leur dites, intéressez-vous un petit peu à ce que traversent vos compagnes. Quel message est-ce que vous essayez de leur faire passer ? C'est le format de la Minute Gynécom, que je fais depuis plusieurs mois, et j'explique ce qui se passe un petit peu chez les femmes, et notamment la période de la périménopause, ou la ménopause, ou le syndrome prémenstruel, pour que les hommes comprennent mieux ce qui se passe, et pour qu'ils puissent accompagner au mieux là où les femmes qui partagent leur quotidien, que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, ou que ce soit en dehors de la maison. Donc je pense que c'est important. Moi, je suis très attaché j'ai envie de revaloriser, de rendre la relation entre les hommes et les femmes plus simple. Il y a du travail. Il y a du travail, surtout aujourd'hui. Ouais. Et je pense que ça peut très bien se passer, même si on est très différents. Et une des manières sur lesquelles il faut bosser pour que ça se passe bien, c'est qu'on se comprenne. Et si les hommes comprennent un peu mieux ce qui se passe dans le corps des femmes qui partagent leur quotidien, ça peut que mieux se passer. Ouais. Est-ce qu'ils ont cette curiosité ? De plus en plus, ouais. De plus en plus. Après, j'imagine que ceux qui me suivent sont déjà à la base un peu plus ouverts et un peu plus sensibles à tout ça. Mais je le remarque beaucoup dans mon cabinet avec les femmes qui viennent accompagner de leur mec, ou dans la rue, quand des hommes m'interpellent en me disant « Ah, je vous connais, je vous suis, super la Minute Gynécom ». C'est plus souvent les hommes que les femmes qui m'interpellent, c'est assez sympa. Ouais. Et j'adore ça, ouais. Alors moi, certains hommes m'ont dit qu'ils écoutaient Chaud Dedans pour comprendre ce que traverse leur compagne, qui ne leur parle pas forcément de ménopause, parce que ça reste quand même un truc assez tabou. Qui cachent ça, et qui ont peut-être parfois un petit peu honte de ce qu'elles vivent, qu'osent pas en parler. Peut-être pas énormément, mais ceux qui le font, cœur sur vous. Voilà. Est-ce que vous trouvez aussi que les femmes sont plus au courant qu'il y a quelques années, avant qu'on commence à parler davantage de périménopause, de ménopause, dans les médias notamment ? Oui, parce que l'information, elle circule beaucoup plus vite qu'avant, notamment via les réseaux sociaux. Donc, il y a plein d'informations. Il faut faire un peu le tri. Il faut faire le tri. Mais il y a beaucoup de bonnes informations. Moi, je suis plutôt positif et optimiste. Et je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses sur les réseaux sociaux ou dans les autres médias, mais c'est surtout les réseaux ou les podcasts. Donc, plus d'informations, il faut faire un petit peu le tri, il faut faire un petit peu attention à qui vous parle, pour être sûr que les sources soient bonnes. Oui. Moi, je suis très partisan de l'information, je déteste cette image du médecin un peu sachant, dogmatique, qui va dire à une femme « c'est comme ça que ça doit se passer, vous n'avez pas le choix » et qui n'explique pas. C'est pas du tout votre profil, c'est pour ça que je vous ai invité. Parce que plus on explique, et c'est pas que autour de la ménopause, d'ailleurs, autour de la contraception, c'est un énorme sujet, autour des pilules, autour des stérilés. À partir du moment où on explique aux femmes pourquoi on leur propose tel ou tel traitement, telle ou telle prise en charge, ça se passe beaucoup mieux parce qu'elles sont informées et elles décident. Elles décident bien sûr après les informations, en fonction des informations qu'on va leur donner, mais il faut vraiment les rendre actrices des choix de leur santé, et c'est ça qui fait qu'elles le vivent mieux. Et bien sûr que l'information est la clé, je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que vous avez, dans votre parcours, quand vous avez fait vos études, est-ce que vous avez passer du temps justement sur ces thématiques-là, de la périménopause, la ménopause? Est-ce que vous avez été suffisamment formé? Parce qu'on a l'impression qu'il y a peu de médecins qui sont très au point, très spécialisés sur la ménopause. C'est pas un chapitre essentiel dans notre formation. Il y avait un chapitre ménopause, périménopause, quelques heures, mais on a des études où on passe des concours difficiles. On savait à peu près de manière certaine que la ménopause ou que la périménopause, ça allait pas être un sujet du concours. Donc, c'est pas partie des choses qu'on travaillait particulièrement, et l'enseignement était très limité. Donc, peut-être ça a changé aujourd'hui, j'ai envie d'être optimiste. Je pense que ça a changé sur ce sujet-là, et sur d'autres aussi, comme l'endométriose. On n'en parlait pas du tout avant, et aujourd'hui, ça fait... Bon, l'endométriose, j'ai pas du tout étudié à la fac, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça fait partie du programme, au même titre que la ménopause et que la périménopause, c'est très bien. Mais...
il y a quand même beaucoup de médecins qui sont installés et qui, eux, n'ont pas eu cette chance d'avoir ça pendant leurs études. Donc, si on s'y intéresse pas de manière individuelle, si on se forme pas, on peut pas savoir. Et ça, en plus, c'est quand on a un gynéco à portée de main, parce qu'il y en a pas toujours. Hein. On me demande souvent, moi, si je peux indiquer des gynécos, mais évidemment, déontologiquement, je ne peux pas le faire. Mais c'est vrai que c'est un gros problème quand même, le manque de spécialistes. Ah, c'est une catastrophe. Sur le territoire. Le suivi gynécologique, c'est une catastrophe. Moi, je viens d'une région où il y a quand même une bonne densité médicale et malgré ça, les femmes attendent des mois avant d'avoir un rendez-vous pour leur suivi gynécologique. Heureusement, aujourd'hui, il y a les médecins généralistes qui qui s'intéressent de plus en plus à ça et qui se forment pour le suivi gynécologique des femmes. Donc, les femmes qui nous écoutent, qui sont suivies par leur médecin traitant, c'est top. Mais bon, les généralistes, on en a aussi besoin pour d'autres choses. Il faut qu'ils soient quand même généralistes. Et puis il y a les sages-femmes aujourd'hui qui font beaucoup de suivi gynécologique dans leur cabinet et qui font ça très très bien, on en a besoin, qui prescrivent des moyens de contraception, qui suivent des contraceptions, qui s'occupent de femmes ménopausées. Et d'ailleurs ça aussi c'est un de mes combats. Aujourd'hui les sages-femmes n'ont pas le droit de prescrire le traitement hormonal de la ménopause. Et vous trouvez qu'elles devraient ? Évidemment. Ouais. Si elles peuvent prescrire une contraception hormonale, il n'y a aucune raison qu'elles ne puissent pas prescrire un traitement hormonal de la ménopause. Elles sont tout à fait capables de le faire. C'est quoi les blocages ? D'évaluer les risques. C'est un peu de corporatisme, c'est les vieilles habitudes. La médecine, c'est quand même très, comment je dirais, très conservateur, avec des règles, avec des choses, pour faire bouger les choses, ça prend du temps, mais on y arrive petit à petit. Ouais. Vous trouvez que la santé des femmes est négligée ? Il y a des choses qui vous agacent ? À la base, moi, je trouve que la santé des femmes est beaucoup plus complexe que la santé de l'homme. Nous, on a une santé qui est... bien sûr, on peut avoir des problèmes de santé. On a une prostate, à partir de 50 ans, on a des petites choses à surveiller. Mais avant, globalement, si on fait attention un peu à ce qu'on fait et qu'on a une hygiène de vie correcte... C'est plus simple. Voilà. Nous, à part la prostate, toutes les autres maladies, on les a en commun avec vous, mais vous pouvez avoir d'autres soucis et ces variations hormonales. Et puis, la grossesse, où il peut se passer des choses qui transforment le corps aussi, l'accouchement, la charge mentale de la contraception, les problèmes de fertilité. Quand un couple consulte pour une infertilité, l'homme, il fait son spermogramme, mais la femme, elle a quand même beaucoup plus d'examens à faire. Puis c'est elle qui va subir 90% des traitements de cette infertilité. Donc, je trouve que la santé de la femme, objectivement, est beaucoup plus complexe et mérite plus. Alors, on en parle de plus en plus, il y a de moins en moins de tabous, c'est très bien, l'information circule, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'effets d'annonce et pas forcément de traduction sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qui me tend un petit peu. Eh ben, en tout cas, big up à vous, parce que vous faites beaucoup de pédagogie sur les réseaux. Et voilà, vous faites un super boulot et je suis très contente de vous avoir reçu dans Chaud Dedans. Merci à mon gynéco et merci à Jude Rigaud qui a réalisé et monté cet épisode, Marie Foulon qui m'a aidée dans la préparation. Quant à vous, un grand merci aussi d'être si fidèle à Chaud Dedans. Prenez soin de vous.